método que aísla qui isole certains objets. ciertos objetos. L'ontologie, c'est ce qui est. La ontología es lo que es. Et le problème des sciences cognitives en général, Y el problema de las ciencias cognitivas en general c'est qu'elles ont toute légitimité pour méthodologiquement neutraliser un grand nombre de facteurs, legitimidad para neutralizar metodológicamente un gran número de factores, mais en neutralisant méthodologiquement un certain nombre de facteurs, pero al neutralizar, bueno, eco de tambores, al neutralizar metodológicamente un gran número de factores, on a toute légitimité à neutraliser un certain nombre de facteurs, c'est de la méthodologie, on va chercher quelque chose. legitimando, neutralizando un gran número de Mais la factores question est de savoir si on réduit le réel à ce que l'on cherche. y buscando algo. La cuestión es saber si reducimos lo real a lo que estamos buscando realmente. Donc, il n'est pas question de contester les neurosciences. No es el tema el de cuestionar las De neurociencias. contester, non, de contester. De contester, sí. C'est de nier ou de cuestionar, negar. Non, on peut questionner, mais il n'est pas question de contester la légitimité des neurosciences. Negar la legitimidad. Mais il est question de il faut se poser la question de l'utilité que l'on a à construire une pédagogie à partir des neurosciences et à partir des seules neurosciences. Hay que plantearse la pregunta de cuál es la legitimidad que existe en construir una metodología a partir de las neurociencias. Una pedagogía. Je vais reprendre. A ver. Je vais reprendre. La recherche des neurosciences est légitime. La investigación de las neurociencias es legítima. Il est tout à fait intéressant d'utiliser l'imagerie cérébrale pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain. Es totalmente legítimo utilizar la imaginería cerebral para saber lo que ocurre dentro del cerebro humano. Mais les neurosciences ne peuvent observer Pero las neurociencias solo pueden observar que des corrélations entre l'activité cérébrale et certains comportements. La actividad cerebral y ciertos comportamientos. Indépendamment des contenus que traite l'activité cérébrale. Independientemente de los contenidos que procesa la actividad cerebral. Par exemple, les neurosciences peuvent regarder ce qui se passe dans le cerveau quand je mémorise. Las neurociencias pueden ver lo que está ocurriendo en mi cerebro cuando yo memorizo. Mais elles ne peuvent pas me dire ce que je dois demander à l'élève de mémoriser. Pero no pueden decirme lo que yo tengo que decirle al alumno que debe memorizar. Elles ne peuvent pas me dire si l'élève doit apprendre un poème ou s'il doit apprendre la liste de la population de toutes les villes d'Argentine. Si el alumno tiene que aprender una poesía o la lista de la población de todas las ciudades de Argentina. Donc, tout ce que je vais vous dire, ça n'est pas pour contester l'existence des neurosciences. Entonces, lo que yo digo no es para negar, contestar, si es cuestionar la existencia de las neurociencias. Ni l'intérêt des neurosciences. Ni el interés de las neurociencias. C'est simplement pour interroger le statut épistémologique sino para interrogar el estatus epistemológico de ce que les neurosciences nous disent sur le fonctionnement du cerveau humain. De lo que nos dicen las neurociencias con respecto al funcionamiento del cerebro humano. Alors, en introduction,
je vais vous donner deux citations. Voy a darles como introducción dos citas. Une citation d'un philosophe allemand, Marcus Gabriel, Una de un filósofo alemán, Marcus Gabriel, qui a écrit un livre Que dont je ne sais escribió pas s'il est traduit un ici en libro que espagnol, yo no sé si mais qui est está un livre très intéressant, traducido aquí en español, pero que es muy interesante, qui s'intitule « Pourquoi je ne suis pas mon cerveau ». y que se titula ¿Por qué yo no soy mi cerebro? Voilà. Et je vous laisse traduire la citation, Bueno, parce que ce n'est pas la peine Tratamos. que je la lise en français. Por cierto, sin un sistema nervioso central no habría mente, no habría mente. Esta es una condición necesaria para que llevemos una vida consciente. Nuestro cerebro no es idéntico a nuestra vida consciente. Y, por otra parte, una condición necesaria está bien lejos de ser suficiente. Un acto planteado por una persona no se vuelve verdaderamente inteligible a menos que comprendamos su proyecto, y no podemos entrar en relación con él si no lo percibimos y no nos percibimos nosotros mismos como intención. Los cerebros no tienen intenciones. Lo único que tienen es algo más que un cerebro. Alors, cette formule résume l'essentiel du livre qui développe très longuement ce point de vue. Esta frase expresa lo que dice el libro, desarrolla más extensamente. Et souligne ce fait fondamental que les actions humaines Subraya este hecho fundamental de que las acciones humanas, dès lors qu'elles sont dans un réseau de relations, a partir del momento que están en una red de relaciones, qu'elles sont vues, comprises par d'autres, que son vistas y comprendidas, vividas y comprendidas por otras o por otros, elles ne peuvent être intelligibles que si on en perçoit l'intention. no pueden ser inteligibles a menos que nosotros percibamos la intención. L'intention, c'est quelque chose, dit Marcus Gabriel, que le cerveau peut permettre d'avoir, La intención es algo que el cerebro puede permitir tener, dice Marcus, mais le cerveau à lui seul ne permet pas de comprendre les intentions. pero el cerebro en sí mismo no comprende, no permite comprender la intención. La mémoire, par exemple, La memoria, por ejemplo, elle est portée par l'intention de se souvenir. está llevada por la intención de sus recuerdos. Ce que les neurosciences peuvent étudier, dit Marcus Gabriel, Lo que las neurociencias pueden estudiar, dice Marcus Gabriel, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau quand je mémorise quelque chose. es saber qué es lo que pasa en mi cerebro cuando yo memorizo algo. Mais elles ne peuvent rien savoir sur l'intention que j'ai de mémoriser cette chose-là plutôt qu'une autre. Pero nada pueden decir de la intención que yo tengo en memorizar una cosa u otra. Ça, c'est une alerte philosophique. Esto es una alerta filosófico. Nous avons dans un livre qui a été publié en France et en Belgique, pardon, Tenemos un libro que fue publicado en Bélgica et qui fait un petit peu le point sur les neurosciences et l'éducation. y que, digamos, da en el clavo de las neurociencias y la educación D'une manière assez globale. de una manera bastante amplia y global. Nous avons une mise en garde Tenemos una alerta de l'auteur de la préface de ce livre, del autor desde el prefacio del libro. qui s'appelle Mireille Sifali. La autora se llama Mireille Sifali. Oui. Je vous laisse traduire sí. la citation qui est Dice- ici projetée en français. Sí. Partir de las adquisiciones científicas
para aplicarlas mecánicamente puede conducir a ceguera e incluso a violencia. Si insensibles a lo que ocurre, los investigadores o las personas que ejercen la práctica, los practicantes, los profesionales, permanecen demasiado encerrados en sus certidumbres. La relación de aprendizaje y de acompañamiento pide ciertamente conocimientos previos, pero igualmente exige estar en contacto con lo que surge de diferente en una relación pedagógica singular con un otro ser humano. Es precisamente el lazo entre los saberes y posiciones clínicas lo que permite la mayoría del tiempo ayudar a que un alumno supere sus dificultades. Un profesional puede proponerle buenos dispositivos, pero es a un alumno acompañado, le corresponde a él obrar para no quedarse bloqueado, para dejar de huir y para construirse como sujeto. Donc cette citation nous alerte sur le Entonces, fait que, esta cita nos alerta sobre el hecho que toute relation pédagogique est une relation entre des personnes sobre el hecho de que toda relación pedagógica es una relación entre personas et que cette relation n'est pas simplement la somme de ce qui se passe dans le cerveau de chacune des deux y personnes. que esa relación no es simplemente la suma de lo que ocurre en el cerebro de una y otra persona, Que la relation a une dynamique propre que la relación tiene una dinámica propia et qu'elle doit être regardée, analysée et étudiée en tant que telle. que debe ser mirada y estudiada en tanto relación. Et c'est ce que nous allons essayer de faire Y es- sur un certain nombre de points Es lo que vamos a tratar de hacer sobre un cierto número de puntos que les neurosciences ont étudiés et sur lesquels elles nous apportent un certain nombre de connaissances. que las neurociencias han estudiado y nos aportan un cierto número de conocimientos. J'en ai identifié 10. Yo he identificado 10. Le premier, c'est la notion de plasticité cérébrale. La primera es la noción de plasticidad cerebral, La seconde, l'existence d'un profil apprenant. la existencia de un perfil aprendiente que aprende. La troisième, c'est les prédispositions. La tercera, las predisposiciones. La quatrième, c'est ce que nous disent les neurosciences sur l'attention. La quinta es lo que nos dicen la cuarta es la que nos dicen las neurociencias sobre la atención. La cinquième, c'est ce que nous disent les neurosciences sur la potentialisation à long terme et la mémorisation. La quinta es la que nos habla las neurociencias sobre la potencialización a largo plazo y la memorización. La sixième, c'est sur le feedback et la correction immédiate. Y la sexta es el feedback y la corrección inmediata. La septième, c'est la consolidation. La séptima es la consolidación. La huitième, c'est sur la question du recyclage neuronal. La octava es sobre el reciclaje neuronal. La neuvième, sur l'inhibition. La novena sobre la inhibición. Et la dixième, sur la métacognition. Y la última sobre la metacognición. On va d'abord donc évoquer la notion de plasticité cérébrale. Entonces vamos a empezar por la noción de plasticidad cerebral. C'est sans doute le point qui fait le plus consensus parmi les neuroscientifiques. Sin duda es el punto que tiene mayor consenso entre los neurocientistas. Les neurosciences démontrent que notre cerveau, Las neurociencias demuestran que nuestro cerebro non pas est, mais a un noyau de savoir accumulé tout au long de l'évolution et de l'évolution de l'espèce humaine. Que nuestro cerebro está en el nudo de los saberes acumulados a lo largo de la evolución. Que notre cerveau est infiniment riche de potentialités, Que nuestro cerebro es infinitamente rico en potencialidades, que des neurones se créent à tout âge, que las neuronas se generan a toda edad, que des apprentissages sont toujours possibles que los aprendizajes son siempre posibles et que ces derniers modifient la structure du cerveau au fur et à mesure. y que estos últimos modifican la estructura del cerebro a medida que
Il y a ocurren. donc ce que les neuroscientifiques appellent une plasticité cérébrale. Entonces hay lo que los neurocientistas llaman una plasticidad cerebral. C'est-à-dire que le cerveau a des possibilités qui évoluent en fonction des expériences que nous avons tout au long de notre enfance et tout au long de notre vie adulte. Es decir, que el cerebro tiene la posibilidad de evolucionar a lo largo de nuestra infancia y de nuestra vida adulta. Et ces possibilités ne sont pas définies a priori, Esas posibilidades no están definidas a priori, puisque ce sont les expériences que nous effectuons qui sont susceptibles d'enrichir nos potentialités cérébrales puesto que son las experiencias que vivimos las que posibilitan desarrollar estas posibilidades neuronales, potencialidades neuronales, et cela tout au long de notre vie. y eso a lo largo de toda nuestra vida. On disait il y a quelques années que à l'âge de 20 Decíamos- ans, on commençait à ne plus pouvoir développer son cerveau parce que les neurones commençaient à mourir, hein. Decíamos en una época que a partir de los 20 años nuestras neuronas empezaban a morir y no podía evolucionar más nuestro cerebro. On sait aujourd'hui que c'est vrai, les neurones meurent, mais qu'il Hoy y a sabemos que es cierto que las neuronas mueren, il y a en permanence aussi création de connexions neuronales nouvelles. pero hay permanentemente creación de conexiones neuronales nuevas Et que si le cerveau est activé par toute une série d'expériences, y que si el cerebro está activado, es Y activado puede- por una serie de experiencias que pueden continuer à se développer tout au long de la vie et Pueden bien conti- au-delà de l'âge de 60 ans, 70 ans, 80 ans, etc. pueden Heureusement pour continuar moi. a desarrollarse a lo largo de la vida mucho más allá de los 60, 70, 80 años. Alors, certes, au fur et à mesure que notre cerveau se construit et se développe, Evidentemente, a medida que nuestro cerebro se construye y se desarrolla, il stabilise un certain nombre de possibilités nouvelles estabiliza una cierta cantidad de posibilidades nuevas qu'il privilégie. que privilegia. Par exemple, si quelqu'un est amené très tôt Por ejemplo, si alguien es llevado muy tempranamente, et avec régularité à apprendre des langues étrangères, es llevado a aprender lenguas nuevas, des extranjeras, langues étrangères, il va acquérir une capacité à apprendre de nouvelles langues étrangères. va a adquirir una capacidad para aprender esas nuevas lenguas. Et il va garder cette capacité tout au long Y de va son a- existence. y va a guardar, va a tener esa capacidad a lo largo de toda su vida. Donc, il y a quelque chose de très rassurant dans ce que nous disent les neurosciences, Entonces hay algo bastante tranquilizador que nos dicen las neurociencias, puisqu'elles nous disent qu'au fond, tout est possible, ou presque. puesto que nos dicen que en el fondo todo es posible, o casi todo. En tout cas, qu'il n'y a pas une sorte de fatalité En todo caso, por lo menos que no hay una suerte de fatalidad qui serait liée à une structure cérébrale qui serait définie une bonne fois pour toutes à notre naissance. que estaría ligada a una definición cerebral que estaría definida de una vez y para siempre desde nuestro nacimiento. Alors on pourrait dire qu'au fond, cela, Entonces podríamos decir que ça en ne el fait que fondo redire ce que la pédagogie dit depuis le XVIIIe siècle. lo que la pedagogía dice desde el siglo XIX. C'est-à-dire que les neurosciences confirment Es decir, que las neurociencias confirman ce que nous avons appelé le principe de l'éducabilité de chacune et de chacun. lo que nosotros nombramos como el principio de educabilidad de cada uno y cada una. La seule chose, c'est que la pédagogie, tout en ayant conscience de cette éducabilité, Solo que la pedagogía, teniendo conciencia de esa educabilidad, c'est aussi que on doit respecter la liberté de celui que l'on éduque sabe también que debemos respetar la libertad de aquel que educamos et que l'on ne peut pas procéder à un dressage Et- par conditionnement. y que no podemos proceder a un adiestramiento mediante condicionamientos. Alors, on voit bien que là, les neurosciences, au fond, confirment
une dimension de la pédagogie. Entonces, aquí vemos que las neurociencias estarían confirmando una dimensión de la pedagogía, Mais si elles ignorent cette interrogation pédagogique fondamentale, pero si se ignora esta dimensión pedagógica fundamental, les neurosciences peuvent aboutir à produire de la manipulation. las neurociencias pueden llegar a producir manipulación. J'ai assisté il y a près de 10 ans maintenant Yo asistí hace más o menos 10 años 10 ans à une classe au Québec a una clase en Quebec, qui était une classe expérimentale sur laquelle travaillaient des neuroscientifiques. una clase experimental para la cual trabajaban neurocientistas. Il y avait 11 élèves dans la classe Había 11 alumnos en la clase et c'était des élèves de 12 ans. y eran alumnos de 12 años. Ces élèves suivaient un cours de mathématiques. Ellos estaban haciendo un curso de matemática Mais pendant qu'ils suivaient le cours de mathématiques, y durante ese curso de matemática ils étaient à la fois sous perfusion ellos estaban a la vez et puis électroencéphalogramme. bajo perfusión y Électroencéphalogramme. electroencefalograma. C'est-à-dire qu'il y avait, c'était très médicalisé. Es decir, que estaba muy medicalizado. Et il y avait une infirmière à côté de chaque élève Había una enfermera al lado de cada alumno qui surveillait la perfusion que vigilaba la perfusión y la presión et qui surveillait la manière dont fonctionnait l'électroencéphalogramme. y la manera en que funcionaba el electroencefalograma. La perfusion injecte dans le sang des marqueurs nucléaires. La perfusión inyecta en la sangre marcadores nucleares. Ces marqueurs nucléaires Esos marcadores nucleares sont repérés par la caméra à positons Son qui est identificados- reliée à son l'électroencéphalogramme. identificados por una cámara que está conectada al electroencefalograma. Et on peut ainsi vérifier l'irrigation du cerveau par le sang. Se puede ver así, verificar la irrigación del cerebro por la sangre. C'est-à-dire qu'on peut repérer, grâce à un Es écran de télévision qui est au-dessus de chaque élève, Es decir, que se puede identificar gracias a la pantalla de televisión que está arriba sobre cada niño, quelle est la zone du cerveau qui est irriguée. cuál es la zona del cerebro que está siendo irrigada. Donc le professeur de mathématiques fait son cours Entonces el profesor de matemática dicta su clase, da su clase, et il y a une télévision par élève. y hay un televisor por cada niño. Et quand il voit qu'un élève, Y cuando el profesor ve que un alumno ce n'est pas la zone des activités logico-mathématiques qui est irriguée par le sang, mais la zone des activités affectives, que la zona que está funcionando no es la de las matemáticas, sino otra zona afectiva, por ejemplo, il dispose d'un petit bouton pour lui envoyer une décharge électrique. dispone de un pequeño botón para enviarle una descarga eléctrica. C'est une méthode extrêmement intéressante Es un método sumamente interesante parce qu'elle permet de contrôler directement l'activité du cerveau de l'élève. porque permite controlar directamente la actividad del cerebro. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, si j'avais Porque como- au-dessus de la tête de chacun d'entre vous une télévision, Porque como yo les decía hace un ratito, si yo tuviera un televisor arriba de la cabeza de cada uno de ustedes, et que je sache exactement si vous êtes intéressé ou pas, si vous écoutez ou y que yo pas, supiera exactamente si ustedes están interesados o no, si están escuchando o no, si je pouvais vous rappeler à l'ordre en vous envoyant des décharges électriques quand vous n'êtes pas si attentif, pudiera llamarlos al orden apoyando un botón con una descarga eléctrica, je serais à peu près sûr que le séminaire serait beaucoup plus efficace. estaría más seguro de que el seminario está siendo eficaz. Mais est-ce que vraiment nous serions encore dans l'éducation? Pero, ¿estaríamos entonces todavía en el ámbito de la educación? On voit bien que là, on franchirait une limite. Aquí estamos viendo que estaríamos franqueando un límite, C'est-à-dire qu'on basculerait du côté de la es manipulation. decir, que caeríamos del lado de la manipulación.
et que nous serions loin d'une éducation émancipatrice. Y estaríamos muy lejos de una educación emancipadora. Et donc, la notion de plasticité cérébrale est très optimiste, Entonces, la noción de plasticidad cerebral es muy optimista. mais ce n'est pas parce que les cerveaux ont une grande plasticité qu'on peut en faire n'importe quoi, n'importe comment. Pero no es porque el cerebro tenga una gran plasticidad que podemos hacer cualquier cosa y no importa cómo, de cualquier manera, digamos. Et donc, on voit bien que la pédagogie a un peu son mot à dire sur la manière dont on utilise le concept de plasticité cérébrale. Entonces, la pedagogía tiene algo que decir acerca de cómo utilizamos la plasticidad cerebral. Le deuxième point que les neurosciences mettent en évidence, El segundo punto que les neurosciences mettent en évidence, que las neurociencias ponen en evidencia c'est l'existence de ce es que la existencia de certains lo neuroscientifiques appellent un profil que apprenant. algunos neurocientíficos llaman el perfil aprendiente. Alors, il y a débat au sein des neuroscientifiques sur cette notion. Hay debates sobre esta noción, justamente. Certains contestent l'existence de cette notion et Algunos cuestionan préfèrent d'autres notions, mais je ne vais pas Existencia rentrer, de esta noción y mais je ne vais pas rentrer dans ces débats entran internes. en otros temas, pero no voy a dedicarme a esos debates internos. La majorité des neuroscientifiques considèrent néanmoins La mayoría de los neurocientíficos consideran que chaque sujet est riche d'un ensemble de potentialités d'appréhension du monde cada sujeto es poseedor de un conjunto de potencialidades de aprehensión del mundo qu'il développe différemment selon les expériences qu'il a. que él va desarrollando de manera diferente a lo largo de las experiencias que va teniendo Et qui détermine donc largement sa manière d'apprendre y que determina ampliamente su manera de aprender et de sa manière de mettre en œuvre des stratégies efficaces d'apprentissage. y de instalar estrategias personales y eficaces de aprendizaje. Alors, bien sûr, là aussi, la pédagogie a déjà, et la psychologie traditionnelle, exploré cela. Por supuesto, la pedagogía y la psicología tradicional ya han explorado estas cuestiones. En Ya han particulier, explorado estas cuestiones, perdón. la psychologie différentielle En particular, la psicología diferencial, a travaillé sur les différences interindividuelles. que trabajó sobre las diferencias interindividuales. Mais les neurosciences réussissent à objectiver ces différences à travers des images cérébrales. Las neurociencias llegan a objetivar esas diferencias a través de imágenes cerebrales. La pédagogie, dès La pedagogía, 1921, desde 1921, avec Claparède, con Claparède, avait évoqué ce que Claparède appelait l'école sur mesure. había evocado lo que Claparède llamaba la escuela a medida, Et l'école sur mesure avait pour objectif précisément de s'adapter Que tenía à por la objetivo- stratégie individuelle de chaque élève en matière d'apprentissage. que tenía por objetivo adaptarse a la estrategia individual de cada alumno en materia de aprendizaje. Mais la pédagogie, là aussi, avait soulevé une objection. Pero la pedagogía había planteado una objeción Et elle avait travaillé sur le y danger había qu'il y a trabajado sobre a- el peligro que existe enfermer la personne dans la stratégie encerrar- qu'elle préfère. a la persona, a cada persona en la estrategia que prefiere. Il y a eu un grand débat dans les années 1920-1940 Hubo un gran debate en los años 1920-40, esos 20 años, sur la manière de respecter, entre guillemets, les stratégies individuelles d'apprentissage. sobre el modo de respetar las estrategias individuales de aprendizaje. Un certain nombre de pédagogues pensaient qu'il fallait s'adapter aux stratégies individuelles Ciertos d'apprentissage. pedagogos decían que había que adaptarse a las estrategias individuales de aprendizaje. C'est-à-dire que si un élève ou un individu crée des images mentales O sea que à si travers un des alumno opérations auditives O un individuo crean imágenes mentales a través de
operaciones auditivas. Oui, plutôt ¿sí? qu'à travers des Más images visuelles, que imágenes visuales, il fallait s'adapter à lui había que et adaptarse a él utiliser sa stratégie y pour utilizar favoriser su sa réussite. estrategia para favorecer sus logros. Mais très vite, les pédagogues se sont aperçus que Pero los pedagogos comprendieron rápidamente ça n'était pas nécessairement un service que l'on rendait que aux personnes, no era necesariamente un servicio lo que le estaban procurando a esas personas, que de les enfermer à l'intérieur de la stratégie qu'elles utilisaient préférentiellement elles-mêmes. el hecho de enseñarlas en la estrategia que utilizaban preferentemente. Parce que, au contraire, si on veut développer l'autonomie de la personne Porque si se quería desarrollar la autonomía de la persona et ses capacités d'apprentissage futures, y sus futuras capacidades de aprendizaje, il faut développer ce qu'on appelle sa panoplie cognitive, había que desarrollar lo que se llama la panoplia cognitiva, c'est-à-dire lui permettre d'utiliser O sea, différentes stratégies permitirle desarrollar una serie de, un abanico de posibilidades, de estrategias, et pas du tout l'enfermer à l'intérieur d'une stratégie prédéfinie y para nada encerrarlo qu'il en serait una, condamné à utiliser toute sa vie. y para nada encerrarlo en una estrategia predefinida que sería utilizable durante toda su vida. C'est la raison pour laquelle, là encore, nous reprenons dans les neurosciences Por eso retomamos una vez más en las neurociencias une sorte de confirmation algo así como una confirmación d'une intuition pédagogique très forte, de una intuición pedagógica muy fuerte, mais en même temps, nous soulevons l'objection qui pero est al mismo tiempo planteamos la objeción qu'une adaptation trop mécanique que una adaptación demasiado mecánica aux besoins et aux stratégies des personnes a las necesidades y a las estrategias de las personas peut être une entrave à leur développement plutôt qu'une aide à leur développement. puede ser más una traba para su desarrollo que una ayuda para su desarrollo. Alors, je vous ai mis ici une représentation de la manière dont certains He neuroscientifiques indicado aquí una representación del modo en que algunos neurocientíficos représentent ce qu'ils appellent les profils representan apprenants. lo que llaman los perfiles aprendientes. Donc vous voyez que sont figurés ici l'hémisphère gauche, Está figurado el hemisferio izquierdo, l'hémisphère droit, el hemisferio derecho, l'avant et l'arrière du cerveau, la parte de adelante y la parte de atrás del cerebro, le haut, c'est-à-dire le néocortex, la parte alta, el et neocórtex, le bas, c'est-à-dire le la cerveau parte limbique ou reptilien. baja o sea el cerebro límbico o reptiliano. Et les neuroscientifiques sont Los capables neurocientíficos son capaces de, o están en condiciones de voir ver comment un individu mobilise de qué manera un individuo les différentes zones de son cerveau et dans quel ordre, moviliza las diferentes zonas de su cerebro y en qué orden esto ocurre en fonction de chaque histoire individuelle. en función de cada historia individual. Alors, à titre d'illustration et pour ne pas trop compliquer, A título ilustrativo y para no complicar demasiado, j'ai mis ici que entre l'hémisphère gauche he qui est indicado acá analytique, que entre el hemisferio izquierdo analítico l'hémisphère droit qui est y global, el hemisferio derecho que es global, l'hémisphère arrière qui est el réflexif, hemisferio de la parte de atrás que es reflexivo, c'est-à-dire qui va vers l'abstraction, que va hacia la abstracción, et l'hémisphère avant qui renvoie aux zones, aux aires motrices et pragmatiques. el hemisferio delantero que remite a las cuestiones pragmáticas. On a ici une zone qui s'intitule la zone systématique Tenemos entre todos en ese cruzamiento una zona sistemática et ici une zone plus intuitive. y hacia la derecha una zona más intuitiva. Donc, selon nos expériences, Según nuestras experiencias, nous allons faire appel plutôt
à notre zone systématique prioritairement. Apelar más a las zonas sistemáticas en forma prioritaria. C'est-à-dire nous allons à ce moment-là décomposer O sea que vamos a descomponer et essayer de comprendre les problèmes dans leur complexité. y tratar de comprender los problemas en su complejidad. Où nous allons plutôt faire appel à notre zone intuitive. O bien vamos a apelar a nuestra zona intuitiva. En nous appuyant sur l'hémisphère droit qui est global. Apoyándonos en el hemisferio derecho que es et global. sur les parties avant de notre cerveau qui sont pragmatiques. Y sobre las partes delanteras de nuestro cerebro que son pragmáticas. Et donc nous allons ici faire appel à une démarche plus intuitive. Y entonces vamos a recurrir ahí a un recorrido, a un procedimiento más intuitivo. Alors, c'est simplement un exemple. Es nada más que un ejemplo. De la manière dont les neuroscientifiques décrivent l'utilisation singulière que nous faisons chacun de notre cerveau. Los neurocientíficos describen la manera singular que tenemos cada uno de nosotros de utilizar nuestro cerebro. Ce que se demande le pédagogue, lo que el pedagogo se pregunta, c'est est-ce qu'il faut que ceux qui sont intuitifs es que ¿acaso los que son intuitivos soient confortés systématiquement dans leur démarche intuitive? Deben ser confortados sistemáticamente en su procedimiento o en su recorrido intuitivo? Et que ceux qui sont systématiques et rationnels soient confortés systématiquement dans leur rationalité? Y los que son racionales deben ser confortados sistemáticamente en su racionalidad. Ou si ça n'est pas un des enjeux du développement de la personne, si no es uno de los retos del desarrollo de la persona, que quelqu'un qui fait appel d'abord à son intuition, alguien que recurre antes a su intuición, puisse vérifier d'une manière systématique la validité de son intuition, par exemple. Pueda verificar de manera sistemática la validez de su intuición. Donc, moi, j'entends ce que disent les neuroscientifiques sur la façon dont nous utilisons notre cerveau. Escucho lo que dicen los neurocientíficos sobre la manera en que utilizamos nuestro cerebro. Mais j'interroge les neuroscientifiques sur le fait de savoir s'il faut encourager systématiquement les fonctionnements habituels ou développer des fonctionnements nouveaux. Si hay que interrogar sistemáticamente los funcionamientos habituales o generar nuevos funcionamientos. Alors, j'ai inscrit ici pour votre information, et vous allez le traduire directement, ce sera plus facile, ce qu'un certain nombre de neuroscientifiques décrivent pour parler des stratégies individuelles d'apprentissage. Algunos neurocientíficos describen para hablar de nuestros mecanismos de aprendizaje. Dice, nuestro cerebro está organizado en módulos situados sobre 3 ejes que, gracias a nuestras experiencias... Alors, les 3 axes, c'est gauche, droit, avant, arrière, izquierdo, haut, derecho, bas. delantero, les 3 axes. Trasero, arriba, abajo. Son los ejes, los 3 ejes. Entonces, repito, nuestro cerebro está organizado en módulos situados sobre 3 ejes que, gracias a nuestras experiencias y a la regulación que hacemos de ellas, aprenden a trabajar juntos. Este trabajo crea redes que se consolidan cada vez que una estimulación semejante las reactiva. Esos módulos están implantados sobre 3 ejes, ya que nuestro cerebro se ha construido por mimetismo con el medio ambiente o con el medio tridimensional en el cual evoluciona. Nuestras experiencias enriquecen sin cesar las conexiones posibles. Donc là, encore, si on écoute les neuroscientifiques, on peut en tirer des conclusions pédagogiques intéressantes. Sacar nuevas conclusiones pedagógicas interesantes. Et en particulier, le fait que il faut enrichir les connexions possibles. De enriquecer las conexiones posibles. Et pas simplement consolider y no par des simulations semblables. Simplemente consolidar a través de estimulaciones semejantes. Le 3e point sur lequel les neuroscientifiques nous alertent,
El tercer punto sobre el cual nos alertan, sobre el cual llaman nuestra atención los neurocientíficos, concerne un élément qui est très discuté tiene que en ver con Occident un elemento muy discutido en Occidente et qui renvoie à ce qu'on appelle les troubles d'apprentissage spécifiques. que remite a lo que se llaman los trastornos de aprendizaje específicos, Qu'on appelle chez nous les DIS. los que se llaman TIS Dyslexie, entre nosotros, los dyspraxie, TIS, perdón, dyscalculie. dislexias, discalculia, Non. dislalias. Les neurosciences Las neurociencias étudient le fonctionnement cérébral el funcionamiento des cerebral personnes qui sont atteintes de ces troubles d'apprentissage. de las personas que están alcanzadas por esos trastornos de aprendizaje. Dans les études dont nous disposons aujourd'hui, les macroétudes En consolidées, los estudios que tenemos hoy, macroestudios consolidados, les troubles d'apprentissage spécifiques Los concernent trastornos de environ 8% des enfants. aprendizaje específicos involucran aproximadamente a 8% de los niños. Alors, les travaux des neuroscientifiques, mais encore une fois, je ne suis pas un neuroscientifique, donc je ne fais que transmettre les résultats de leurs Y travaux, repito que no soy uno de ellos, sino que transmito el resultado de sus trabajos. montrent que ces troubles d'apprentissage ont Muestra une que- dimension d'héritabilité. Tienen Une dimension que d'héritabilité. tienen Il y a una un dimensión aspect d'héritage. de herencia, un aspecto hereditario, una dimensión hereditaria. Par exemple, j'ai pris ici une statistique dans une des dernières macroétudes qui a été publiée. En uno de los últimos macroestudios publicados he tomado una estadística. On a 55% de chances d'être dyslexique si on a des parents ou des frères et sœurs qui le sont. Tenemos 55% de chances de ser disléxicos si tenemos padres o hermanos o hermanas que lo son. Et donc, les neuroscientifiques notent qu'il existe des prédispositions. Y entonces los neurocientíficos dicen, apuntan que hay predisposiciones. Là encore, la pédagogie ne nie pas qu'il existe des différences et qu'il peut exister des handicaps, La pedagogía et no voire des niega, handicaps cognitifs lourds. no niega que existen diferencias y que pueden existir discapacidades, incluso discapacidades severas. Mais elle ne prétend pas non plus que l'enfant est incapable de le dépasser. Pero no acepta el hecho de que, de que el niño sea incapaz de superar esas condiciones. Ce que disent, me semble-t-il, les travaux pédagogiques par rapport aux travaux des neuroscientifiques, Y lo que dicen los trabajos pedagógicos con respecto o frente a los trabajos de los neurocientíficos, et c'est une formule que j'ai déjà utilisée avec vous hier, una fórmula que ya utilicé ayer con ustedes, c'est qu'une prédisposition es que una predisposición n'est pas une prédestination. no es una predestinación. Pourquoi? Parce que les qué? contextes et les situations Porque peuvent empêcher l'émergence de troubles Los contextos y las situaciones pueden impedir la emergencia, la aparición de trastornos, ou au contraire favoriser l'émergence de ces o por troubles. el contrario favorecer la aparición de los trastornos. Et puis, deuxième élément que j'ai Segundo. évoqué déjà hier avec vous, mais que je reprends Segundo ici élément. brièvement, Segundo elemento que evoqué ya ayer con ustedes, pero que retomo aquí brevemente, c'est que nous savons que les remédiations sont systémiques. sabemos que las posibilidades de corrección, de remediar a esas situaciones son sistémicas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont systémiques? Ça veut dire ¿Qué quiere que decir eso? les différents éléments interagissent les uns par rapport aux autres. Los diferentes elementos interactúan en relación unos con otros. Et que le fait de gagner, par exemple, dans le domaine de la confiance en soi, Entonces, por ejemplo, el hecho de ganar en peut confianza avoir en sí des mismo effets sur les puede- apprentissages mathématiques. puede tener efecto sobre el aprendizaje matemático. Que les apprentissages mathématiques, s'ils sont réussis, Que los aprendizajes matemáticos, si son peuvent avoir logrados, des effets sur
la manière dont on va se situer dans la vie familiale. Tener resultados positivos sobre nuestra ubicación dentro de la vida familiar. La manière dont on se situe dans la vie familiale peut avoir des effets, y compris sur la santé physique, etc. La manera de ubicarnos o insertarnos en la vida familiar puede tener reflejos positivos en nuestra salud. C'est-à-dire que ce que montrent les travaux pédagogiques, O sea, que lo que muestran los trabajos pedagógicos c'est que es que il n'y a pas un trouble, no existe un trastorno un remède, y hay directamente un remedio, un trouble, un remède, un trouble, trouble 1, trouble 2, trastorno remède 1, 1, remède 2, remedio 1, trastorno 2, remedio 2, trouble 3, remède trastorno 3, 3, remedio 3. c'est qu'il y a Es que des troubles existen trastornos, en plural, et qu'il y a des actions y que existen acciones qui interagissent que interactúan et qui peuvent créer des équilibres nouveaux pueden crear nuevos equilibrios qui permettent de soigner les troubles. que permitan ocuparse, que permitan curar esos trastornos. Ça, c'est une approche systémique Esa es una aproximación, un enfoque sistémico. dans laquelle on va dire, par exemple, que ce qui se passe dans la famille Vamos a decir, por ejemplo, que lo que ocurre en la peut familia avoir des effets sur un trouble puede d'apprentissage, tener efectos sobre un trastorno de mais que ça aprendizaje, peut interagir aussi avec ce qui se passe à l'école, pero puede interactuar también con lo que ocurre en la qui peut escuela, avoir des effets sur un certain nombre que d'éléments puede tener efectos sobre cierta cantidad de elementos qui renvoient à, par exemple, certaines capacités motrices, et ainsi de suite. remiten a ciertas capacidades motrices y así sucesivamente. C'est-à-dire que nous sommes dans une vision globale de O la sea, que personnalité, estamos en una visión global de la personalidad, et alors que les neurosciences nous inviteraient plutôt en tanto que las neurociencias nos invitarían más bien à répondre d'une manière spécifique à chaque trouble À par des contestar corrections spécifiques à chaque de trouble. manera específica a cada trastorno por medio de una corrección o de una remediación específica. Donc nous retrouvons l'idée ici que j'ai déjà développée avec vous, Ya he desarrollado esta idea con ustedes y vuelve aquí a aparecer que la capacité de construire un environnement nouveau peut changer considérablement et permettre à la personne d'évoluer et de se développer. la capacidad de construir un nuevo medio, un nuevo entorno, puede permitirle a la persona evolucionar y adaptarse. Alors, un quatrième point sur lequel travaillent les neurosciences, c'est celui de l'attention. Un cuarto punto de las neurociencias es el de la atención. Les neurosciences nous montrent qu'être attentif fatigue le cerveau, vous en savez quelque chose. Las neurociencias nos muestran que estar atentos cansa al cerebro. Ustedes pueden decir algo de eso ya. C'est-à-dire que ça nécessite Es decir, un que eso travail. requiere trabajo. Ça nécessite de bien s'alimenter, par exemple, por que ejemplo, le cerveau consomme beaucoup d'énergie. Requiere alimentarse bien porque el cerebro consume mucha energía. Vous savez que le cerveau consomme plus de 30% de l'énergie de tout notre corps, alors Ustedes saben que el cerebro consume el 30% de toda la energía de nuestro ne cuerpo. Así représente que 5% du poids à peine de notre, es decir, que apenas representa el 5% de del peso notre corps. de nuestro cuerpo. Donc, les neurosciences nous expliquent que notre cerveau se fatigue quand il travaille. Entonces, las neurociencias nos explican que nuestro cerebro se cansa cuando trabaja. Ça, c'est quelque chose que nous savions déjà, mais nous le Eso savons es maintenant algo- de manière beaucoup plus sûre. Eso es algo que nosotros ya sabíamos, pero que ahora lo sabemos de manera segura, certera. Donc, quand le cerveau est fatigué, eh bien, il se débranche. Entonces, cuando el cerebro está cansado, se desconecta. Il est saturé d'informations, donc Cuando está saturado de información, il ne peut plus accepter d'informations nouvelles. ya no puede aceptar una información nueva. Il a une capacité de contenance, ce que nous appelons un impan, Tiene una cierta capacidad de contener información, lo que llamamos un palmo, un arco
cognitivo. En la distancia esta, entre la punta del pulgar y la punta del índice. Un palmo. Cette capacité de contenance, Esa capacidad de elle est contener, limitée de contener información es limitada et notre durée de vigilance est variable. y la duración de nuestra atención y nuestra vigilancia es variable. Alors là, les neurosciences ne sont pas encore très avancées, elles ne nous disent pas d'où ça vient, ni exactement comment ça marche. Hasta ahora las neurociencias no nos dicen cómo funciona eso. Elles nous disent simplement qu'il faut prendre soin de notre cerveau comme Nos dicen de toutes les simplemente parties de notre corps que hay que cuidar nuestro cerebro como parte de nuestro cuerpo et que l'idée que notre cerveau serait taillable et corvéable à merci et qu'il ne serait pas fatigable contrairement à nos pieds ou à notre intestin est une idée fausse. y que la idea de que nuestro cerebro no se cansaría igual que nuestro intestino o nuestros pies es falsa. Donc les neurosciences nous disent notre cerveau est un organe comme les autres organes et C'est qu'il y a, comme les autres organes, des capacités limitées dont nous devons prendre soin. Es decir, las neurociencias nos dicen que el cerebro es un órgano y que tenemos que cuidar de él de la misma manera que cuidamos de otros órganos de nuestro cuerpo. Alors, la pédagogie aussi, évidemment, s'intéresse à l'attention. Evidentemente, la pedagogía también se interesa en la cuestión de la atención. Depuis toujours, elle s'intéresse à l'attention. Desde siempre se interesa en la cuestión de la atención. Et j'ai noté ici une phrase d'un philosophe français important Yo aquí anoté una frase de un filósofo francés qui importante définit l'attention comme l'inversion de la dispersion. que define a la atención como la inversión de la dispersión. L'inversion de la dispersion. Vous avez des élèves qui sont souvent très dispersés. Ustedes a menudo tienen alumnos que están muy dispersos Créer l'attention, c'est inverser la dispersion. y crear atención, generar la atención es invertir la dispersión. Et c'est évidemment indispensable Y evidentemente eso es indispensable pour tout apprentissage. para cualquier aprendizaje. Mais les travaux psychologiques et pédagogiques aujourd'hui, indépendamment des neurosciences, sont allés un peu plus loin. Los trabajos pedagógicos y psicológicos, independientemente de las neurociencias, van un poco más lejos. Nous cherchons aujourd'hui quel est le bon niveau d'attention. Nosotros intentamos saber hoy cuál sería un buen nivel de atención. Parce qu'il peut y avoir un niveau où l'attention est trop importante. Porque puede haber un cerebro para el cual la atención es muy importante. Par exemple, quand un adolescent joue avec un joystick dans un jeu électronique, Porque, por ejemplo, cuando un joven juega con un joystick, con un juego electrónico, le monde peut s'écrouler tout autour. el mundo Il est puede incapable de savoir ce qui... derrumbarse alrededor de él que él no va a enterarse. Donc il est dans ce que nous appelons la surattention. Entonces, estamos allí en lo que llamamos la sobreatención. La surattention, c'est une attention qui est entièrement captée par l'objet sur lequel on porte son attention. La sobreatención es una atención que está absolutamente cautivada por el objeto sobre el cual nosotros ponemos nuestra atención. Et qui nous interdit de communiquer avec tout le reste. Y que nos impide comunicarnos con el resto. Et cette surattention, elle consomme énormément d'énergie psychique d'ailleurs. Esta sobreatención consume una enorme cantidad de energía psíquica. À tel point que quand nos élèves ont joué très longtemps sur un jeu électronique, A punto tal que cuando los jóvenes juegan mucho tiempo en un juego leur electrónico, capacité d'attention est fatiguée. su capacidad de atención está muy cansada Et donc ils basculent dans la sous-attention. y entonces allí cae en la subatención. C'est-à-dire une forme d'attention flottante, Es dispersée, decir, una forma de atención flotante, dispersa, qui fait que l'on ne repère que quelques éléments dans un ensemble que hace qui que, devient très vite évanescent. que hace que solo pueda identificar algunos elementos en un contexto que se desvanece rápidamente.
Et ici, nous voyons, et c'est quelque chose que je disais déjà dans Frankenstein pédagogue, Y aquí vemos algo que yo ya decía en Frankenstein Pedagogo, à quel point il est important de mettre en place des rituels d'attention. hasta qué punto es importante generar rituales de atención. Ça, les neurosciences ne nous disent rien là-dessus. Las neurociencias no nos dicen nada de eso. Elles ne nous disent rien sur ce que un collègue français appelle l'écologie de l'attention. No nos dicen nada acerca de lo que un colega llama la ecología de la atención. Ce collègue a étudié les établissements scolaires, Ese colega estudió las escuelas, los establecimientos escolares, l'architecture, su arquitectura, l'isolation phonique, su aislamiento fónico, les couleurs des murs, los colores, las paredes, le déplacement des élèves dans les salles, los desplazamientos de los niños hacia las aulas, la manière dont ils entrent dans les classes, la manera en que entran al aula, la séparation entre la récréation et la classe. la separación entre el recreo, el tiempo de recreo y la clase. Et il montre que tout cela constitue des éléments essentiels pour favoriser ou au contraire empêcher une véritable attention dans les apprentissages. Muestra que todos esos elementos son elementos importantes para favorecer o impedir la atención del alumno en clase. Il insiste en particulier dans son travail de recherche sur les rituels d'entrée en classe. Y, en particular insiste en sus trabajos de investigación sobre los rituales de entrada de los alumnos a la clase, de la entrada. Et il montre que quand l'élève est dans la cour ou dans la rue, Demuestra que cuando los alumnos están en el patio o en la calle, il a un champ d'attention extrêmement large. hay un campo de atención extremadamente amplio. Si j'utilise la métaphore photographique, je dirais qu'il est en panoramique. Si utilizara una metáfora fotográfica, diría que estamos frente a una panorámica. Et quand il rentre dans la classe, il faut qu'il fasse un zoom. Y cuando entra en la clase, necesita hacer zoom. C'est-à-dire qu'il faut qu'il rétrécisse le champ et qu'il zoome sur un objet qui lui est proposé, qui est l'objet d'apprentissage sur lequel on va travailler. Es decir, que es necesario que él restrinja su campo y focalice sobre un elemento sobre el cual se va a trabajar. Et ce collègue montre bien que si on n'accompagne pas l'élève dans ce travail, Ese colega demuestra que si uno no acompaña al alumno en esa tarea, eh bien, il est incapable de se focaliser sur un objet d'attention. Él va a ser incapaz de focalizarse sobre un objeto de atención. Donc là encore, merci les neurosciences, Entonces aquí también, gracias a las neurociencias, parce qu'elles attirent notre attention sur un phénomène important. porque ellas llaman nuestra atención sobre un fenómeno importante, Mais la pédagogie a toute sa place pour créer des dispositifs attentionnels. pero la pedagogía tiene también espacio para crear dispositivos atencionales. Cinquième élément, Quinto elemento, ce que les neurosciences appellent la potentialisation à long terme. Es lo que las neurociencias llaman la potencialización a largo plazo. Et qui renvoie à l'idée de mémorisation. Y que remite a la idea de memorización. Les neurosciences nous montrent que les informations et connaissances, Las de même que les procédures d'ailleurs, Las neurociencias muestran que las informaciones, los conocimientos y los procedimientos s'inscrivent dans le cerveau d'une manière progressive. Se inscriben en el cerebro de manera progresiva. C'est la fameuse métaphore du chemin dans la forêt. Es la famosa metáfora del camino en el bosque, el sendero del bosque. C'est-à-dire qu'un chemin est tracé. Es decir, que un camino ha sido trazado, il est défriché, ha sido desmontado, mais s'il n'est pas régulièrement emprunté, pero si ese camino no es regularmente transitado, il va finir par disparaître. Va a terminar por desaparecer. Il y a cette fameuse phrase d'un célèbre neuroscientifique, dans le cerveau comme dans la forêt. Hay una frase célebre de un famoso neurocientífico que dice que en el bosque, al igual que en el cerebro,
le sentier disparaîtra s'il n'est pas réemprunté. El sendero desaparecerá si no es transitado. Donc là, les neurosciences indiquent d'une manière très claire que le cerveau doit être remis en activité sur les mêmes procédures et connaissances régulièrement. Aquí las neurociencias dicen que el cerebro debe ser puesto en funcionamiento constantemente sobre las mismas situaciones. Pour que ces connaissances et surtout ces procédures de travail Para que esos conocimientos y esos procedimientos de trabajo soient stabilisés d'une manière effective. Sean estabilizados de una manera efectiva. Alors, bien sûr, la pédagogie est d'accord avec cette idée. Por supuesto, la pedagogía está de acuerdo con esta idea. Et elle considère que la répétition doit être présentée et soutenue comme un approfondissement. La pedagogía sostiene que la repetición debe ser pensada y presentada como una profundización. Et donc, elle travaille et elle propose de permettre à l'enfant Entonces la pedagogía trabaja y propone permitir al niño de réemprunter le chemin, volver a transitar ese camino, mais de le faire progressivement de manière de plus en plus autonome. pero hacerlo de manera progresiva y de manera cada vez más autónoma. Et ça, c'est un élément évidemment très important du point de vue pédagogique, qui est la capacité à refaire soi-même le chemin. Y eso es algo verdaderamente importante que propone la pedagogía, que es volver a hacer por sí mismo el camino Et pour stabiliser intérieurement des connaissances. y para estabilizar los conocimientos internamente. C'est d'ailleurs un point sur lequel je n'ai pas le temps de m'attarder, mais Este es un punto sobre el cual no tengo tiempo ahora de demorarme, qui est tout à fait déterminant, que l'on appelle le transfert. que es absolutamente determinante y que es la transferencia. Mais pas le transfert au sens psychanalytique, hein, Pero no la transferencia en el sentido psicoanalítico, mais la capacité à transférer une procédure sino la capacidad de transferir un procedimiento d'un contexte donné dans un autre contexte. de un contexto dado a un nuevo contexto. La transitivité est une procédure. La transitividad es un procedimiento. Si A égale B et que B égale C, alors A égale C. Si A es igual a B y B igual a C, A es igual a C. Bon. Cette procédure, Ese je procedimiento vais la mettre en œuvre, yo lo voy a implementar, lo voy a poner en práctica, je vais la répéter et la reproduire avec l'élève. lo voy a repetir y reproducir con mis alumnos. Mais ce que nous montrent les recherches pédagogiques, c'est que Pero lo que nos muestran las investigaciones pedagógicas es on que a tout intérêt à modifier les contextes dans lesquels cette procédure va être utilisée. lo importante es poder modificar el contexto en el que ese procedimiento va a ser utilizado. Parce que si on modifie les contextes, Porque si modificamos el contexto, alors la procédure va être beaucoup plus stabilisée, beaucoup plus, entonces el procedimiento va a estar mucho más estabilizado et qu'elle sera répétée dans de nouveaux contextes, y compris pour être répétée dans des contextes inconnus. es decir, va a poder ser repetido en nuevos contextos, es decir, en contextos desconocidos. Je vais un peu vite sur ces Voy un poquito différentes questions. rápido sobre estas diferentes Et cuestiones. c'est probablement un petit peu, comment dire, technique tout ça, Esto es un poco técnico, ¿cómo decirlo? mais je suis un peu obligé de faire ce travail avec vous puisque Pero estoy un poco obligado a hacer este trabajo con ça ustedes, participe de la commande, entre guillemets. porque esto forma parte de lo que había que hacer. Del Alors- pedido. Del paquete. Sixième élément sur lequel les neurosciences attirent notre attention, Sexto elemento sobre el cual las neurociencias llaman nuestra atención c'est le feedback et la mémoire immédiate. es el feedback y la memoria inmediata. Tout à l'heure, quand on parlait des procédures du sentier dans la forêt, on parlait de la mémoire à long terme, hein. Recién cuando hablábamos del sendero en el bosque, hablábamos de la memoria a largo plazo. Là, on parle du fait que
Les neurosciences nous montrent ça d'une manière extrêmement précise avec de l'imagerie cérébrale très élaborée. Aquí hablamos de algo que nos muestra de manera muy precisa las neurociencias sobre la imaginería. L'apprentissage est d'autant plus efficace Que el aprendizaje es tanto más eficaz que le feedback, c'est-à-dire la réaction de l'enseignant, cuanto más eficaz sea la reacción cuanto más fina y positiva sea la reacción del docente. que la réaction de l'enseignant d'autant plus efficace que la réaction est positive, Cuando es positiva, correctiva et rapide. y rápida. Donc les trois éléments qui stabilisent un apprentissage, Es decir, los tres elementos que estabilizan el aprendizaje c'est quand le cerveau a fait quelque chose, cuando el cerebro que ha hecho algo c'est d'insister sur ce qu'il a fait de positif, cuando se puede insistir sobre lo positivo de lo que ha hecho, d'insister sur ce qui peut être corrigé et amélioré, insistir sobre aquello que puede ser corregido o mejorado, et surtout de faire ça très vite. y especialmente hacer esto muy rápidamente. Donc là, il y a un point sur lequel les neurosciences sont intéressantes. Aquí hay un punto sobre el cual las neurociencias son interesantes. C'est qu'elles nous montrent qu'une correction qui serait faite longtemps après le travail n'a pas d'effet sur l'élève ni sur la qualité des Es el apprentissages. hecho de que una corrección que haya sido hecha mucho tiempo después de la actividad no tiene sentido ni tiene efecto. En revanche, si on donne des feedbacks Sin embargo, si damos un feedback positifs, correctifs et rapides, positivo, correctivo y rápido, alors le cerveau reconstruit des configurations et ces dernières perdurent plus longtemps. entonces allí el cerebro construye configuraciones y eso puede durar mucho más tiempo. El saber dura más tiempo. Alors bien sûr, la pédagogie, là aussi, elle prend acte de Por cet supuesto, aquí élément-là. la pedagogía también toma en cuenta esto. Et elle insiste, nous l'avons dit à plusieurs reprises au cours de ce séminaire, Y insiste también la pedagogía, y ya lo hemos Sur dicho la a lo largo del seminario, sur la nécessité de se dégager d'une vision bancaire de l'évaluation. sobre la necesidad de alejarse, desprenderse de una visión bancaria del aprendizaje Et de faire retravailler l'élève. y de poner a trabajar nuevamente al alumno. Donc, elle va plus loin que la notion de simple feedback. Entonces, aquí la pedagogía va más lejos que la simple noción de feedback. C'est-à-dire que le feedback, ce serait une espèce de correction immédiate qui renverrait à une forme de réflexologie, d'une certaine manière. Es decir, el feedback va sobre una especie de corrección inmediata que iría en línea con una reflexología. Alors que la pédagogie, elle, insiste dans son travail sur la nécessité de Mientras que la pedagogía insiste en su trabajo réengager l'effort pour améliorer en permanence et pour intérioriser l'exigence. La pedagogía insiste sobre la necesidad de volver, de retrabajar y de la necesidad de interiorizar la exigencia y la precisión y la justeza, la exactitud y la verdad. Si il y a du feedback en permanence, Si hay un feedback permanente et si la personne attend le feedback pour se corriger, y si la persona está todo el tiempo esperando ese feedback para corregir, elle n'intériorise pas l'exigence. no interioriza la exigencia. L'exigence, elle est toujours manifestée par le correcteur. La exigencia va a estar siempre manifestada por quien lo corrige. L'objectif de la pédagogie, c'est que le sujet manifeste de l'exigence à l'égard de lui-même. El objetivo de la pedagogía es que el sujeto manifieste exigencia respecto de sí mismo. Et donc que la correction et le feedback Entonces, la soient corrección, effectivement positifs, correctifs et rapides. entonces, para que la corrección y el feedback sea efectivamente positivo, correctivo y rápido, Mais qu'on s'assure que le feedback, il a été intégré pero que nos aseguremos de que el feedback ha sido integrado
C'est-à-dire que l'évaluation est devenue une auto-évaluation. Es decir, que la evaluación se convirtió en una autoevaluación. Et ça, c'est aussi un travail pédagogique extrêmement complexe et extrêmement important. Ese es un trabajo pedagógico sumamente complejo e importante. Septième élément, Séptimo elemento, c'est ce que les neurosciences appellent la consolidation. lo que las neurociencias llaman la consolidación. Les neurosciences montrent l'importance de bien distinguer les opérations mentales et en particulier 3 opérations mentales différentes qui sont faire, comprendre et mémoriser. Las neurociencias insisten sobre la necesidad de distinguir 3 operaciones mentales que son hacer, comprender y memorizar. Ces activités correspondent à des processus cérébraux différents qui sont visualisés par l'imagerie mentale de manière différente. Esas actividades corresponden a procesos diferentes, qu'on peut visualiser de manière différente par l'imagerie mentale. Visualizar de manera diferente por las imágenes mentales. Et il laisse d'ailleurs ce qu'on appelle des traces mnésiques durables différentes. Y estos dejan huellas mnésicas durables, memorísticas durables. Alors bien sûr, la pédagogie peut apprendre de cela un certain nombre de choses. Por supuesto, la pedagogía puede aprender de esto varias cosas. Puisque la pédagogie elle-même souligne la différence fondamentale entre la tâche Ya que la pedagogía muestra la diferencia fundamental entre la tarea, ce que nous avons déjà d'ailleurs travaillé dans ce séminaire. Lo que ya hablamos ayer en este seminario. La tâche, c'est ce que j'ai fait. La tarea es lo que yo he hecho. Et l'objectif, c'est ce que j'ai compris. Y el objetivo, que es lo que yo he comprendido. Et la pédagogie souligne que cette distinction entre la tâche et l'objectif est même une distinction absolument structurante pour l'apprentissage. La pedagogía muestra que esta distinción entre tarea y objetivo es una distinción estructurante para el aprendizaje. Je conduis actuellement encore une expérimentation avec des écoles primaires. Yo conduje una experiencia de este tipo en escuelas primarias. Avec lesquelles, après chaque séquence d'apprentissage, en la cual, después de cada clase, de cada sesión de aprendizaje, on pose toujours 2 questions aux élèves. Se le plantean siempre 2 preguntas a los alumnos. Première question, qu'est-ce que tu as fait? Primera pregunta, ¿qué hiciste? Deuxième question, qu'est-ce que tu as appris? Segunda pregunta, ¿qué aprendiste? Et on demande aux élèves d'avoir un cahier y se les pide a los alumnos tener un cuaderno qu'ils ont avec eux tout le temps que tienen con ellos encima todo el tiempo et qu'on appelle le cahier des découvertes y que se llama el cuaderno de los descubrimientos et où ils écrivent ce qu'ils ont appris. Y donde ellos escriben lo que aprendieron. Pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont appris. No lo que hicieron, sino lo que aprendieron. Et ils l'écrivent après chaque activité. Y lo escriben después de cada actividad. Ça peut être une activité comme un exercice, puede ser una actividad como ejercicio, comme une leçon, puede comme ser una lección, une sortie dans un musée, una salida al museo, ou une sortie dans la nature, una salida a la naturaleza, une expérience en laboratoire, peu experiencia en importe. laboratorio, no importa qué. Chaque fois, l'élève écrit la date, Cada día el niño escribe la fecha, le jour, el día, l'heure, la hora, ce que j'ai appris maintenant. lo que yo aprendo ahora, lo que aprendí ahora. Et nous observons que les élèves qui ont un cahier de découverte qui devient très gros tout au long de l'année, Observamos que el cuaderno de descubrimientos se engrosa a lo largo del año, se convierte en algo muy gordo. eh bien, ils progressent d'une manière significativement supérieure aux élèves des autres classes. Y progresa de manera significativamente superior respecto de los alumnos de otras clases, los que usan este cuaderno de descubrimientos. 8e élément, Octavo elemento, ce que l'on appelle le recyclage neuronal. Lo que llamamos el reciclaje neuronal. Alors ça, c'est un point qui est très débattu puisqu'il concerne d'une manière extrêmement précise l'apprentissage de la lecture. Es un punto muy debatido porque tiene que ver de manera muy precisa con el aprendizaje de la lectura.
Les neurosciences soulignent que certaines activités mentales recyclent Las neurociencias subrayan que ciertas actividades mentales reciclan des aires de fonctionnement initialement prévues pour réaliser d'autres tâches et qui sont Áreas. d'ailleurs déplacées ailleurs dans le cerveau. reciclan áreas de funcionamiento inicialmente previstas para realizar otras tareas que están desplazadas a otro lugar. C'est le cas Es de el caso de la lecture, lectura, parce qu'il n'y a pas de zone dans le cerveau consacrée à la lecture. no hay una zona en el cerebro que esté dedicada o consagrada a la lectura. Il y a une zone de la vision. Hay una zona de la visión. Cette zone de la vision, elle Esta m'apprend à reconnaître zona les objets. de la visión me enseña a reconocer objetos, Elle m'apprend à reconnaître ce pichet a reconocer esta jarra et elle m'apprend à reconnaître que ce pichet, si je lui fais faire un y demi-tour, que si le quiero hacer un medio giro, c'est le même pichet. es el mismo. Et l'enfant doit reconnaître que c'est le même Y objet el niño au debe fur et à reconocer mesure qu'il tourne. que es el mismo objeto a medida que va dando vuelta. Cette zone girando. qui va apprendre à reconnaître que c'est le même objet au fur et à mesure qu'il tourne, La zona que reconoce que es el mismo objeto a medida que va girando c'est la même zone qui va permettre ensuite, la qui va être misma utilisée ensuite pour l'apprentissage de la que va a lecture. ser utilizada más adelante para el aprendizaje de la lectura. D'où la difficulté pour l'élève parce que Y quand de ahí il va la rencontrer dificultad para el alumno, porque cuando le P et le Q, se encuentre con la P y la Q, le D et le B, la D y la B, il va devoir voir que ce sont des lettres différentes, va a tener que comprender que son letras diferentes. alors que si c'était un pichet, c'est le même pichet En tourné cambio, de l'autre côté. Si fuera la jarra, sería el mismo porque la imagen sería inversa, estaría invertida. Et donc, le fait que l'aire de la vision Entonces, el hecho de que el área de la visión soit utilisée pour reconnaître sea utilizada para reconocer d'abord des objets et ensuite des en lettres et des principio mots, objetos y luego letras y palabras, c'est-à-dire que c'est la même aire cérébrale qui est utilisée dans les deux cas, es la misma área cerebral la que es utilizada en ambos casos, ça amène les neuroscientifiques à dire qu'il faut un apprentissage, lleva a los neurocientíficos a decir spécifique que hace falta un de la aprendizaje correspondance entre le graphème et le específico phonème. de la correspondencia entre el grafema y el fonema. Et donc, nous sommes là bien devant Y por lo des tanto, estamos allí questions pédagogiques assez ante importantes. cuestiones pedagógicas muy importantes. Et les neurosciences attirent notre attention sur le Las fait neurociencias qu'il y a des évidences pour l'enfant nos hacen, qui sont des obstacles à l'apprentissage. nos alertan sobre el hecho de que hay zonas, lugares que son obstáculos para los alumnos, para el aprendizaje. Pour l'enfant, c'est évident que ça, c'est la même lettre. Evidentemente, para el chico, esta es la misma letra, ¿sí? Donc, il va falloir travailler pour les distinguer. O sea que va a haber que trabajar para distinguirlas. Mais d'une certaine manière, nous retrouvons Pero ce que en nous avons dit tout cierto à l'heure modo, sur les représentations, Vamos a encontrarnos con lo que dijimos hace un rato sobre las sur les representaciones, conceptions, sobre las concepciones, sur les erreurs. sobre los errores. Et nous retrouvons l'idée entonces, pédagogique très importante Encontramos esa idea pedagógica muy importante sur le fait que l'attention à l'erreur sobre el hecho que la atención est évidemment le fondement d'une pédagogie exigeante. con respecto al error es el fundamento de una pedagogía exigente. Mon collègue Jean-Pierre Astolfi a écrit un très beau livre sur l'erreur, un outil pour enseigner. Mi colega Jean-Pierre Astolfi escribió un libro muy interesante que se llama El error, una herramienta para aprender. L'erreur, un outil pour enseigner, parce que Para c'est en enseñar, travaillant perdón. sur les erreurs El qu'on error, progresse. una herramienta para enseñar. Donc là, le recyclage neuronal nous donne à lire
El reciclaje neuronal certaines explications cérébrales nos permite leer ciertas explicaciones de certaines cerebrales erreurs que peuvent faire les élèves dans certains domaines. de ciertos errores que los alumnos pueden tener en Mais algunos au fond, la pédagogie, campos, plus largement, nous demande d'être très attentifs à ces pero erreurs. la pedagogía nos pide de una manera más amplia de estar muy atentos a esos errores. 9e élément, il n'y en a que 10. Hein, Noveno elemento, hay nada más que 10. parce que de toute façon, d'après les neurosciences, au-delà de 4, vous ne vous en souvenez pas. De todos modos, según las neurociencias, más allá de 4, ustedes no se acuerdan. Donc vous devez les écrire hein, O sea hein, que pour libérer votre impôt más allá de cognitif. 4 no las recuerdan, así que hay que escribir. Hein. Mais Alexandra a le diaporama et éventuellement Pero, elle pourra vous le diffuser même s'il n'a pas été traduit. Alejandra tiene el PowerPoint, sí, el diaporama en francés. PowerPoint, Y c'est de podrá. l'anglais, c'est pas de l'espagnol. Hein. No. No Heureusement. English. No English. Une présentation, très Y bien. entonces, quizás Alejandra pueda hacer una difusión de las páginas traducidas. Donc, les neurosciences nous montrent d'une manière extrêmement précise Las neurociencias nos muestran de manera muy precisa comment fonctionne cómo funcionan le cortex frontal. el córtex frontal. Vous savez que le cortex frontal, c'est la partie la plus récente du cerveau humain. Ustedes saben que el córtex frontal es la parte más reciente del cerebro humano. Alors, je ne me souviens pas parce que je l'ai dit plusieurs fois depuis que je suis en Argentine, mais je ne me souviens pas si je l'ai dit ici, l'expérience des jetons. No recuerdo, pero porque lo conté varias veces. Les 10 jetons, je l'ai fait avec vous ou pas? El experimento de Piaget con los Non, 10. je ne l'ai pas fait ici. Avec 10 jetons, avec 10. Oui, alors, c'est une expérience très connue dans les neurosciences Es una experiencia muy conocida en neurociencias qui reprend un protocole de Piaget. que retoma un protocolo de Piaget. On donne à un enfant de 7 ans Se le da a un niño de 7 años 2 séries de 10 jetons. 2 series de 10 fichas. Il y a une série où les jetons sont très serrés 2 series de 10 fichas. En una están muy apretados. il y a une série où ils sont très serrés, c'est la série A, très éloignés, c'est la série A, et une série où En ils la sont très serie serrés, A c'est la série están B. más separados. En la serie B están más apretados. Et on demande à l'enfant dans quelle série il y a le plus de jetons. Y entonces se le pregunta al niño en qué serie hay más fichas. Bon. 9 enfants sur 10 9 sobre 10 répondent que c'est dans la série A, dicen que es en la serie A donde hay más fichas, parce qu'il est persuadé que la longueur de la ligne porque está convencido de que la longitud de la línea il implique qu'il y a plus de jetons. quiere decir que hay más fichas en ella. D'ailleurs, il est persuadé de ça parce que l'enseignant le lui a appris. Y además está persuadido de eso porque el docente se lo enseñó así. Parce que l'enseignant, il a expliqué les nombres comme ça. Porque el docente explicó los números de esta manera. 1 avec un cheval, je dis Uno con un caballito, 2 avec 2 éléphants, 2 con 2 elefantes, 3 avec 3 girafes, 3 con 3 jirafas et 4 avec 4 poules. Hein. y 4 con 4 gallinas. Je fais n'importe quoi, hein, je dessine C'est pas bien. presque Picassosa, ¿eh? Ouais. Et quand l'enseignant fait ça, Cuando el docente hace esto, l'enfant dit plus le chiffre est grand, cuanto más grande es el número, plus la ligne est longue. más larga es la línea. Donc quand on lui présente les deux lignes, Entonces, cuando se le presentan las 2 líneas, il dit plus dice, la ligne est longue, plus le chiffre est grand. cuanto más larga es la línea, más importante o más grande es Alors, el número. les neuroscientifiques font faire cette expérience à des enfants qui sont Los dans un IRM.
los neurocientíficos le hacen hacer esa experiencia a chicos que están dans un IRM, dans un tunnel de résonance magnétique. Exacto, un túnel de resonancia magnética, un IRM. On donne... alors, il y a 6 mois de préparation, parce que l'IRM, c'est extrêmement impressionnant. Hein. Hay 6 meses de preparación, porque es una experiencia bastante impresionante para un chico. Hein, parce que l'IRM, on est dans un caisson, il y a beaucoup de bruit, on est enfermé. La resonancia están encerrados, hay mucho ruido. Acá es la et RM. Il faut que l'enfant puisse communiquer avec l'extérieur. El niño tiene necesariamente que poder comunicarse con el exterior. Tout en étant en train d'être observé dans son cerveau, pendant que l'IRM fonctionne. Mientras la resonancia está observando lo que pasa en su cerebro. Donc il a un système de boutons dans les mains qu'il peut actionner. Que tiene un sistema de una botonera avec un bouton plus rugueux que l'autre pour dire oui ou non. Enfin, c'est très compliqué. Con botones de distinta rugosidad para decir sí o no según lo que le preguntan. Alors, on voit, et j'aurais pu vous les montrer d'ailleurs, comment ça s'inscrit dans le cerveau, se ve, ce qui se passe là. Y podría habérselo mostrado, pero cómo se van inscribiendo en el cerebro esas cosas. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder le cerveau interesante es ver de celui qui el cerebro del que n'a pas répondu. Del que no contestó. Hein? Celui qui n'a pas répondu. El que no contestó. Et celui qui n'a pas répondu, on voit très clairement ce qui se passe dans son cerveau. Y entonces vemos muy claramente lo que pasa en el cerebro del que no contestó. On voit que le cortex frontal se ve que el córtex frontal s'est mis en route, se puso en movimiento et a inhibé la réaction du cortex arrière. Inhibido la reacción del córtex posterior. C'est-à-dire qu'il a donné l'ordre, le cortex frontal, o sea, el córtex frontal dio una orden de renoncer à la réponse immédiate. Renunciar a la respuesta inmediata. Et qu'est-ce que fait cet enfant? Y entonces, ¿qué hace ese niño? Il prend un jeton et il le met sur celui de la ligne du dessous. Una ficha y lo pone sobre la línea de abajo. C'est-à-dire qu'il fait l'expérience, o sea, que hace el experimento pour savoir si les deux lignes ont le même nombre de jetons ou pas. Tienen o no el mismo número de fichas. Cet enfant-là, il a fait l'expérience parce que son cortex frontal lui a donné l'ordre de faire l'expérience. Hizo el experimento porque su córtex frontal le dio la orden para realizar el experimento. Pour que le sujet se mette à réfléchir et raisonner, il faut activer le cortex frontal. Se ponga a reflexionar y a razonar, hay que activar el córtex frontal, prefrontal. Oui, préfrontal même. Oui, c'est écrit. Non, mais c'est préfrontal. On dit le cortex préfrontal. Le problème, c'est que les neurosciences nous disent ça, mais elles ne nous donnent pas d'interrupteur. Lo interesante, por así decirlo, es que las neurociencias nos dan todos estos datos, pero no nos dan un interruptor para trabajar la situación. Elle ne nous donne pas d'interrupteur, c'est-à-dire qu'elle nous montre ce qui se passe nos muestran lo que pasa dans le cas de l'élève qui réfléchit, en el caso del alumno que reflexiona, mais elle ne nous dit pas ce qu'il faut faire pour que tous les élèves réfléchissent. Pero no nos dice qué es lo que habría que hacer para que todos los alumnos hagan la misma reflexión. Et là, c'est bien la pédagogie qui peut nous le dire. Y entonces allí entraría la pedagogía para decirnos. Et la pédagogie a développé cette idée, nous l'avons évoqué hier avec Kortchak. Ayer evocamos el tema con l'idée que la pensée émerge dans le sursis entre la pulsion et l'acte. El pensamiento ocurre en el aplazamiento entre la pulsión y el acto, perdón. Et donc l'importance pour la pédagogie de développer. Y entonces de ahí la importancia para la pedagogía de développer les contraintes. De poder desarrollar las obligaciones. Ce que j'ai appelé tout à l'heure les belles contraintes qui imposent de surseoir pour pouvoir réfléchir. Buenas obligaciones
que llevan adelante al alumno para poder reflexionar. Et nous retrouvons ici l'idée que l'école doit être un espace de décélération, d'expérimentation. Encontramos allí la idea de que la escuela debe ser un espacio de desaceleración, de experimentación. Et que l'enseignant va devoir mettre en place des situations expérimentales. Y que el docente estará obligado a poner en marcha situaciones experimentales Pour que l'élève engage une activité mentale. para que el niño desarrolle o enganche, digamos, o Et qui mette en œuvre haga funcionar una actividad mental y que qui mette ponga en en œuvre sa práctica réflexivité. su reflexividad. 10e et dernier élément, et vous allez voir, j'aurai bientôt fini, je vous demande encore une minute de patience, Último elemento, les pido un minuto más de paciencia, c'est la métacognition. es la metacognición. Les neurosciences insistent beaucoup sur le fait qu'on doit aider les élèves à comprendre comment ils apprennent. Las neurociencias insisten mucho sobre el hecho de que tenemos que ayudar a los alumnos a reflexionar acerca de cómo ellos aprenden, Comment on mémorise, hein, cómo memorizan, comment on est attentif, cómo etc. uno puede estar atento, etcétera. Et elle souligne qu'il doit y avoir dans la classe elle-même un Subrayan, temps, oui, subrayan que debe haber en la clase un dans lequel, un tono, un tiempo, perdón, en el cual on réfléchit sur le fonctionnement de son propre cerveau. un tiempo en el cual se reflexione sobre el funcionamiento de su propio cerebro. Alors, c'est évidemment quelque chose de très intéressant, mais là encore, c'est une découverte que la pédagogie avait faite depuis déjà un certain temps. Eso es algo muy interesante, pero aquí también este es un descubrimiento que la pedagogía ha hecho ya hace un tiempo. Et la pédagogie avait souligné, il y a déjà bien longtemps, qu'il était important à la fois d'apprendre, mais aussi d'apprendre à apprendre, hein. Y la pedagogía descubrió y señaló ya hace mucho tiempo que es importante aprender, pero que también es importante aprender a aprender. Mais pour apprendre à apprendre, il faut apprendre quelque chose, hein. Pero para aprender a aprender hay que aprender algo, alguna cosa. On n'apprend pas à apprendre en n'apprenant rien. Uno no aprende a aprender no aprendiendo nada, aprendiendo la nada. Non. Pour apprendre à apprendre, il faut apprendre quelque chose et comprendre comment on apprend cette chose. Para aprender algo para aprender alguna cosa hay que aprender algo y aprender cómo uno aprende eso. Et c'est là que, pour ma part, je me sépare un petit peu de certains neuroscientifiques Es aquí donde yo me alejo un poco de algunos neurocientíficos qui mettraient la métacognition exclusivement dans un domaine qui ne comporterait aucun contenu disciplinaire. que pondrían a la metacognición en un espacio donde no entraría ningún contenido disciplinario. Alors que, pour moi, et pour les recherches pédagogiques que nous faisons dans ce domaine, Entonces, para mí y en las investigaciones científicas que nosotros hacemos en este campo, l'apprentissage de l'apprentissage el aprendizaje del aprendizaje n'est envisageable que sur des contenus précis. no es deseable a menos que sea sobre contenidos precisos. Et ces contenus précis, bien sûr, doivent être travaillés tant sur le plan du contenu que sur le plan méthodologique. Y esos contenidos específicos deben ser trabajados tanto en el plano de los contenidos como en el plano de lo metodológico. On ne mémorise pas de la même manière No memorizamos de la misma manera une carte de géographie, une liste de vocabulaire un mapa en geografía que una lista de palabras ou un poème. o un poema. Et chaque poème doit être mémorisé d'une manière particulière. Cada poema debe ser memorizado de una manera particular. Et ce qui fait l'efficacité de la métacognition, c'est de comprendre comment ce poème peut être mémorisé. Y lo que va en la eficacia de la metacognición es cómo es que ese poema se memoriza. Donc là encore, les neurosciences nous apportent un certain nombre d'éléments. Aquí entonces también las neurociencias nos aportan un cierto número de elementos, Mais elles ne nous disent
absolument pas pero no nos dicen absolutamente nada comment nous devons traiter les contenus de savoir. acerca de cómo deben ser tratados los contenidos del saber. Je vais être obligé de m'arrêter compte tenu de l'heure. Et parce que Yo voy a tener que parar acá, teniendo en cuenta la hora que es. Mais je voudrais pas terminer sans insister sur un point. Pero no quisiera terminar sin insistir sobre un punto. Comme je l'ai dit, il y a une légitimité de la recherche en neurosciences. Como lo dije antes, hay una legitimidad de las investigaciones en neurociencias. Mais les neurosciences étudient l'homme comme s'il était une machine. Pero las neurociencias estudian al hombre como si él fuera una máquina. D'une certaine manière, les neurosciences considèrent l'homme comme le docteur Frankenstein considère sa créature. De alguna manera, las neurociencias consideran al hombre como el doctor Frankenstein consideraba a su creación, a su criatura. Et d'une certaine manière, elles réduisent l'enfant De alguna manera, las neurociencias à n'être qu'une machine cognitive. reducen al niño a una máquina cognitiva. Alors moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas une part de machine cognitive dans notre cerveau. Yo no digo que no haya una parte de maquinaria cognitiva en nuestro cerebro. Mais je crois que l'humain ne se réduit pas à être une machine cognitive. Pero estoy seguro de que el humano no se reduce a una máquina cognitiva. L'humain, c'est un projet. El humano es un proyecto, L'humain, c'est un désir. es un deseo. Hein? Et je ne sais, à la limite, peut-être que ça n'existe pas un projet, un désir, mais c'est ce que je dois postuler pour le faire émerger. Puede ser que no exista un proyecto humano, pero yo debo postularlo para hacerlo surgir, emerger. Si je ne vois mon élève que comme une machine à apprendre, Si yo solo veo a mi alumno como una máquina de aprender, alors je le réduis à une machine à apprendre. entonces yo lo reduzco a una máquina que aprende. Si je le regarde et si je l'interpelle Si yo lo miro y lo interpelo comme un sujet qui doit avoir une intention, como un sujeto que debe tener una intención, alors j'ai peut-être des chances d'aider cet élève à émerger comme un sujet. entonces tal vez tenga la chance de ayudar a este alumno a surgir como un sujeto, a emerger como un sujeto. Pour reprendre une distinction célèbre du philosophe Kant, Para retomar una célebre distinción del célebre Kant, le sujet chez l'élève, ça n'est pas quelque chose qui relève de la certorique. el sujeto, el tema, Ne relève pas de la certorique, il relève de ce qu'on appelle l'apodictique, c'est-à-dire ce qui doit el être. sujeto no depende de la certórica, sino de la apodíptica. C'est ce que nous devons No depende. postuler. Es decir, lo que debemos hacer surgir, dar vuelta. Et les neuroscientifiques peuvent me dire que le sujet n'existe pas. Los neurocientíficos pueden decirme que el sujeto no existe. Moi, en tant qu'éducateur, je dis que mon devoir, c'est de le faire exister. Yo, en tanto educador, debo decir que mi obligación es hacerlo existir. Donc, d'interpeller l'autre comme un sujet. Es decir, interpelar al otro como un sujeto. C'est-à-dire de le regarder comme une intention et de développer chez lui son Es intentionnalité. decir, mirarlo como una intención y desarrollar en él su intencionalidad. Donc, au fond, quel est Entonces, l'enseignement de la mode des neurosciences? en el fondo, ¿qué sería esta moda de la enseñanza de esta moda de las neurociencias? C'est que l'homme de l'hypermodernité est fasciné par la toute-puissance et la maîtrise de l'autre. Es que el hombre de la modernidad, De la de postmodernité. la posmodernidad, está fascinado por lo todopoderoso Et la maîtrise de l'autre. y el dominio del otro, el dominio del otro. Et que tout ce qui va dans le sens de la maîtrise de l'autre, de la maîtrise, Y todo lo que va en el sentido de dominar al otro, c'est pas dominer, c'est maîtriser. Alors, je ne sais pas s'il y a une différence en espagnol qui existe. Maîtriser, c'est-à-dire réussir à... gobernar podría ser.
tout ce qui va dans le sens de maîtriser l'autre lui apparaît comme merveilleux et fantastique. Oui. Peut-être. Et tout ce qui va dans le sens de la maîtrise lui apparaît comme merveilleux et fantastique. Todo lo que va en el sentido de dominarlo, de gobernarlo, le parece fantástico. Or, ce que nous dit la pédagogie dans toute son histoire, Sin embargo, lo que nos dice la pedagogía a lo largo de toda su historia, c'est qu'on ne devient pédagogue que quand on abandonne le désir de toute puissance. no nos volvemos pedagogos a menos que abandonemos el deseo de poderlo todo. C'est quand on est modeste, Cuando somos modestos, besogneux, travailleur, trabajadores, quand on est entêté, cuando somos testarudos, mais que on n'est pas pour autant dans la position de fabriquer l'autre, pero que sin embargo no estamos en posición de fabricar al otro, mais de lui permettre d'exister en dehors de nous. sino de permitirle existir por fuera de nosotros. Et donc, à bien des égards, le petit livre de Frankenstein, Entonces, con respecto al pequeño libro de Frankenstein, avait un peu d'avance à l'époque où il est paru. estaba un poco en la avanzada en la época en que apareció. Il prenait en compte les grandes histoires de science-fiction autour des robots, Tomaba en cuenta las grandes historias de ciencia ficción sobre los robots, en montrant qu'elles s'inscrivaient dans une lignée mostrando que se inscribían en una línea, en una continuidad, depuis Pygmalion, Desde le Golem, Pinocchio después de et Pigmalión, tout Pinocho. cela. Mais je n'envisageais pas à l'époque Yo no consideraba en esa época que nous allions être autant fascinés que íbamos a estar tan fascinados par les techniques de manipulation de l'humain. por las técnicas de manipulación humana, de Et lo humano. je pense que cette fascination n'est pas finie. Pienso que esta fascinación no está terminada. Je No pense que terminado. nous allons aller vers une fascination aussi des manipulations génétiques. Pienso que vamos camino hacia una fascinación por las manipulaciones genéticas, Parce que là, on pourra complètement fabriquer l'humain. porque allí entonces ya podremos fabricar al humano completamente. Et que nous avons un devoir de résistance Y entonces nosotros tenemos obligación de resistir, tenemos un deber de resistencia envers toute forme d'objectivation de l'humain. frente a toda forma de objetivación de lo humano. Prendre soin de l'humain dans sa fragilité, Tener en cuenta lo humano en su fragilidad, dans sa liberté, même si elle est à construire et difficile, en su libertad, incluso si ella es difícil de construir. c'est probablement un des grands enjeux Este es probablemente des années à venir. uno de los grandes desafíos de los años por venir. La science est apparue à un moment comme nous apportant la conscience et la liberté. La ciencia apareció en un momento como trayéndonos la conciencia y la libertad. Aujourd'hui, nous savons que la science a besoin de la conscience et de la liberté. Hoy sabemos que la ciencia tiene necesidad de conciencia y de libertad. Et que ce besoin-là, c'est avec l'éducation et dans la pédagogie que nous pouvons le concrétiser. Y esa necesidad la podemos concretizar con la pedagogía y Et con la educación. il est 21h pile. Son las Donc, 9 en punto. Donc, nous allons nous arrêter là. Merci. Entonces, nos vamos.